Et si un simple sourire sur une vieille photographie cachait une peur si profonde que personne ne l'avait remarqué pendant plus de 30 ans? À Lyon, en 1932, une jeune domestique de 16 ans fut photographiée dans la cour d'un hôtel particulier. Un instant qui semblait banal, presque élégant. Mais derrière ce sourire figé, quelque chose de grave s'était joué. Quelque chose que le cliché n'a révélé qu'au fil des décennies. Et ce que l'on a découvert des années plus tard, à partir de ce petit détail invisible à l'œil nu, a bouleversé la mémoire d'une famille entière et changé le destin de plusieurs femmes. Aujourd'hui, je vais vous raconter toute cette histoire dramatique et dramatisée, inspirée de réalités que trop de femmes ont connues dans le silence. Avant de commencer, pensez à vous abonner, à aimer la vidéo et à dire dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. Cela nous aide énormément à faire vivre ces histoires dramisées qui éclairent notre mémoire collective et rendent hommage à celles et ceux dont la voix a été étouffée par le temps. Lyon, été 1932. Dans une vitrine poussiéreuse de la rue Mercière, une photographie jaunie attire le regard. Une jeune servante sourit, tenant un plateau d'argent. Mais ses yeux racontent une autre histoire. Une histoire de terreur pure que personne n'avait remarquée pendant 33 ans. Cette photo cache un secret qui allait changer la vie de dizaines de femmes et transformer un patio de pierre en symbole de résistance silencieuse. Quand Aimée Morin retrouve cette image en 1965, elle a 49 ans. Ses mains tremblent en reconnaissant la frange mal coupée, le tablier usé, la tension dans ses bras de jeune fille. À côté d'elle, son frère Jules, 43 ans, propriétaire d'une petite menuiserie, serre son épaule sans un mot. Ils savent tous les deux ce que cache ce sourire figé, ce que personne d'autre ne peut voir dans cette photographie prise 33 ans plus tôt. Mais pour comprendre la terreur dans ses yeux de 16 ans, il faut retourner au début, à Saint-Flour, dans le Cantal, où tout a commencé à s'effondrer pour la famille Morin. L'année 1929 avait été cruelle. Le prix du bétail s'était effondré après la crise financière. Les parents d'Aimée, métayers sur des terres qu'ils ne posséderaient jamais, voyaient leurs maigres revenus disparaître mois après mois. Puis vint le gel tardif du printemps 1930. Les récoltes brûlées par le froid, les vaches malades, les dettes qui s'accumulaient comme la neige en montagne. Aimée avait 13 ans quand sa mère lui annonça la nouvelle, les yeux rouges d'avoir trop pleuré. Une agence de placement à Lyon cherchait des jeunes filles pour le service domestique, logement, nourriture et un salaire modeste qui pourrait sauver la famille. La Société de protection des jeunes filles, installée place Bellecour depuis 1920, promettait des placements dans de bonnes maisons bourgeoises, des familles respectables qui traiteraient bien les employés. Le voyage en train jusqu'à Lyon resta gravé dans la mémoire d'Aimée comme une descente aux enfers. Jules, alors âgé de 7 ans, avait pleuré en la voyant partir. Leur mère avait glissé dans sa poche une médaille de Sainte-Marie et un mot griffonné sur un morceau de papier journal. « Sois courageuse, ma petite, Dieu te protège ». Aimée n'avait jamais montré ce papier à personne. Elle le gardait caché sous son matelas, dans le grenier étroit qui deviendrait son seul espace privé pendant les années à venir. La maison Delmas se trouvait dans le quartier d'Ainay, une de ces demeures particulières construites au milieu du XIXe siècle, avec des murs épais, des plafonds hauts et un patio intérieur pavé de pierres anciennes. Monsieur Roland Delmas, 48 ans, négociant en vin, dirigeait sa maison comme il dirigeait ses affaires, avec une autorité absolue et un sens aigu de la hiérarchie. Madame Hélène Delmas, 41 ans, maintenait les distances nécessaires entre les classes. Elle donnait ses vieux vêtements aux domestiques, mais ne les regardait jamais vraiment dans les yeux. Le premier jour, Madame Thérèse Blanchot, la cuisinière de 50 ans qui régnait sur les cuisines depuis 15 ans, avait inspecté Aimée de la tête aux pieds. Trop maigre, trop jeune, mais des mains solides. Tu apprendras vite ou tu partiras. C'est clair. Aimée avait hoché la tête, les genoux tremblants sous sa robe trop grande. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que Thérèse, malgré sa dureté, deviendrait la seule protection qu'elle aurait dans cette maison. Les conditions de travail en 1932 restaient ce qu'elles avaient toujours été dans le service domestique français. Levé à 5h30, couché après 22 heures quand les derniers convives étaient repartis.
une chambre de grenier de 10 mètres carrés, une lucarne pour seule fenêtre, pas de chauffage l'hiver. Le salaire de 175 francs par mois, dont 50 francs retenus pour constituer un trousseau que la plupart des filles ne verraient jamais. Les archives syndicales de l'époque documentent ces pratiques dans toute la région lyonnaise. Mais Aimée avait un secret. Un secret qui la réveillait chaque nuit avec une boule d'angoisse dans la gorge. 3 mois après son arrivée à Lyon, elle avait reçu une lettre de sa mère. Jules ne mangeait plus à sa faim. Les parents n'avaient plus rien à donner. Est-ce qu'Aimée pourrait peut-être? Juste quelques francs par mois, juste pour que le petit ne souffre pas trop de la faim. Aimée avait trouvé une solution désespérée. Une pension bon marché dans le quartier de la Guillotière, une zone populaire où vivaient des ouvriers italiens et espagnols, acceptait les enfants pour 80 francs par mois. Les annonces dans Le Progrès de l'époque mentionnent ces établissements précaires. Elle avait fait venir Jules en cachette, payant avec les pourboires de la table et les quelques pièces qu'elle parvenait à économiser en sautant ses propres repas. Le petit garçon de 10 ans vivait maintenant à Lyon, à 3 kilomètres de sa sœur, pensant qu'elle travaillait dans une belle maison où elle était heureuse. Personne ne devait savoir. Si Monsieur Delmas l'apprenait, il la renverrait immédiatement. Une domestique qui cachait un membre de sa famille, qui dépensait son argent au lieu de le mettre de côté sagement, c'était une domestique indigne de confiance. Aimée marchait sur un fil tendu au-dessus du vide, sachant qu'une erreur, une seule, et Jules retournerait dans le Cantal où la faim l'attendait. Puis vint l'été 1932. Monsieur Delmas avait organisé une réception pour des négociants bordelais. Affaires importantes, clients prestigieux, tout devait être parfait. Le matin même, une caisse de verres en cristal de Saint-Louis était arrivée fêlée du transport. 12 verres inutilisables sur une commande de 24. Delmas avait explosé de rage dans le patio, sa voix résonnant contre les murs de pierre. Si un seul verre était cassé pendant le service, si une seule goutte de vin tombait sur la nappe, quelqu'un paierait très cher. C'est Thérèse qui avait choisi Aimée pour le service du patio. La jeune fille était minutieuse, elle ne renversait jamais rien. Mais ce matin-là, en préparant le plateau d'argent Christoffel, Aimée s'était coupé la paume avec un éclat de verre. Une entaille fine mais profonde qui saignait à travers son gant de coton blanc. Elle n'avait rien dit. Dire quelque chose signifiait ne pas pouvoir servir. Ne pas servir signifiait décevoir. Décevoir signifiait perdre sa place. Perdre sa place signifiait abandonner Jules. À 15h27, le photographe de l'atelier Garnier était arrivé. Monsieur Delmas voulait immortaliser sa belle réception. Le patio en pierre, les treilles qui couraient sur les murs, les verres de cristal brillant au soleil de l'après-midi, et bien sûr, une jolie petite bonne qui montrerait à quel point sa maison était bien tenue. Aimée avait été placée au centre, tenant le plateau qui pesait si lourd que ses bras tremblaient. Le sang de sa paume tachait l'intérieur du gant, mais personne ne le voyait. Delmas s'était approché, souriant pour les invités, et avait murmuré à son oreille des mots qu'elle n'oublierait jamais. « Si tu renverses une seule goutte, je renvoie ton petit frère dans le Cantal, et l'agence peut aller au diable. » Aimée avait senti son sang se glacer. Il savait. Quelqu'un avait parlé, peut-être une autre domestique jalouse, peut-être un commerçant du quartier. Peu importait comment. Il savait pour Jules, et il utilisait l'enfant comme une arme invisible. Le photographe avait crié maintenant. Aimée avait forcé ses lèvres à sourire. Un sourire de politesse appris depuis 3 ans de service. Mais ses yeux ne pouvaient pas mentir. Dans ses yeux brillait une terreur absolue. La terreur de voir le filet de vin rouge vibrer au bord du plateau. La terreur de savoir que sa main blessée pouvait lâcher à tout moment. La terreur de comprendre qu'elle tenait la vie de son frère dans ses bras tremblants. Ce que personne ne vit, ce que la photographie ne montra jamais, c'est que derrière l'objectif, Madame Thérèse avait posé discrètement sa main sous le plateau. Un geste de cuisinière expérimentée, invisible à l'œil nu, qui stabilisa le tout juste assez pour que le clic se fasse sans catastrophe. La mémoire orale recueillie dans les années 80 auprès d'anciennes domestiques lyonnaises confirme ces gestes de solidarité, cachés entre femmes de service. La photo fut prise.
Aimée ne renversa rien. Mais quelque chose en elle s'était brisé à cet instant précis. Quelque chose qu'elle passerait les 35 années suivantes à essayer de réparer. Les mois qui suivirent la photographie furent les plus difficiles de la vie d'Aimée. Chaque fois qu'elle entendait des pas dans le couloir, son cœur s'arrêtait. Chaque fois que M. Delmas la regardait, elle voyait la menace dans ses yeux. Il n'avait plus besoin de parler. Le message était clair. Jules vivait sous une épée de Damoclès, et Aimée était celle qui tenait le fil. L'insomnie devint sa compagne permanente. Même les dimanches où elle avait quelques heures de repos, son corps la réveillait à 4 heures du matin, conditionnée par la peur d'être en retard. Elle descendait dans la cuisine déserte et préparait le café en silence, les mains tremblantes, comptant mentalement l'argent qu'elle devait envoyer à la pension de Jules. 80 francs pour le logement, 15 francs pour les cahiers d'école, 10 francs pour les vêtements d'hiver. Elle faisait les calculs encore et encore, jusqu'à ce que les chiffres se mélangent dans sa tête épuisée. Madame Thérèse remarqua le changement. Les yeux cernés, les mains qui tremblaient en épluchant les légumes, les moments où Aimée fixait le vide sans répondre aux questions. Un soir d'octobre, après le service, la cuisinière avait attrapé Aimée par le bras alors qu'elle montait se coucher. « Petite idiote, tu crois que je ne vois pas? Tu manges la moitié de ce que tu devrais. Tu ne dors plus. Tes mains saignent encore de cette foutue coupure qui ne guérit pas parce que tu travailles trop. » Aimée avait voulu nier, mais les larmes étaient venues d'un coup, des sanglots silencieux qu'elle étouffait dans son tablier pour que personne d'autre n'entende. Thérèse l'avait fait asseoir sur un tabouret de cuisine et lui avait tendu un bol de soupe chaude. « Mange. Et après tu me racontes tout. Pas tout de suite, mais quand tu seras prête. » Entre femmes, on se comprend. Ce fut le début d'une relation complexe. Thérèse n'était pas tendre. Elle criait encore quand Aimée oubliait de surveiller une casserole. Elle pinçait les bras, tirait les oreilles, exigeait la perfection comme elle l'avait toujours fait. Mais elle commença aussi à glisser des morceaux de pain dans les poches d'Aimée, à lui montrer comment préparer les financiers aux amandes. Ces petits gâteaux que les cuisinières lyonnaises transmettaient de génération en génération. À lui enseigner les gestes qui économisent du temps et protègent les mains abîmées. C'est Thérèse qui lui parla de Madeleine, une autre domestique qui travaillait 3 maisons plus loin. Même âge qu'Aimée, même histoire de campagne ruinée, même solitude à Lyon. Les 2 jeunes filles commencèrent à se retrouver les dimanches après-midi, au parc de la Tête d'Or, ce grand jardin public gratuit, où les classes ouvrières venaient respirer loin de leur patron. Elles partageaient un morceau de pain avec de la confiture. Assise sur un banc près du lac, regardant les enfants faire voguer des bateaux en papier. Madeleine comprenait. Elle aussi avait laissé quelqu'un derrière elle. Une petite sœur en Haute-Savoie qui comptait sur l'argent envoyé chaque mois. Elles échangeaient des astuces. Comment faire durer le savon en le coupant en morceaux plus petits? Comment raccommoder un tablier déchiré pour qu'il tienne encore 6 mois? Comment prétendre avoir mangé devant les patrons pour emporter discrètement la nourriture dans un mouchoir? Mais surtout, elles inventèrent un code. 3 coups frappés contre le mur du grenier le matin signifiaient que le patron était de mauvaise humeur. Sois prudente aujourd'hui. 2 coups le soir signifiaient « J'ai besoin de parler. Retrouve-moi si tu peux. » Un coup long signifiait danger immédiat. Ne viens pas. Ce réseau invisible de solidarité entre domestiques, documenté dans les témoignages oraux collectés dans les années 80, permettait à des jeunes filles isolées de survivre psychologiquement dans un système qui les traitait comme du mobilier. Aimée apprenait aussi à naviguer dans les humiliations quotidiennes. Le ton de Madame Delmas qui lui parlait comme à un animal légèrement stupide. Les regards des invités qui la traversaient comme si elle était transparente. L'interdiction de s'asseoir en présence des patrons, même quand ses jambes tremblèrent d'épuisement après 16 heures debout. Les repas pris debout dans la cuisine, avalés en 10 minutes entre 2 services, pendant que la famille dînait tranquillement pendant 2 heures. Ce qui la blessait le plus, c'était de voir les filles d'Elmas gaspiller la nourriture. Sophie, 16 ans comme elle, qui laissait la moitié de son assiette en grimaçant « C'est trop lourd, je ne peux plus »,
Hélène, 14 ans, qui jetait le pain après en avoir grignoté la croûte. Aimé devait se mordre les lèvres pour ne pas crier. Jules avait faim dans sa pension misérable, pendant que ses enfants gâtés traitaient la nourriture comme une chose sans valeur. La rage montait parfois, incontrôlable. Des petits actes de rébellion silencieuse. Un verre cassé accidentellement après une humiliation particulièrement dure. Une assiette qui glisse sans qu'on sache trop pourquoi. Ces moments la terrifiaient ensuite. Et si Delmas décidait que c'était assez? Et si c'était le prétexte qui l'attendait pour la renvoyer? Mais la colère revenait toujours, poison lent qui s'accumulait dans son ventre. Les dimanches où elle pouvait voir Jules étaient à la fois le meilleur et le pire moment de la semaine. Le petit garçon grandissait dans sa pension crasseuse de la Guillotière, zone populaire où s'entassaient ouvriers et immigrés dans des immeubles aux murs noirs de suie. Il portait des vêtements trop petits, avait toujours l'air un peu malade, mais souriait quand il la voyait arriver. Aimé lui apportait ce qu'elle pouvait. Un morceau de fromage enveloppé dans du papier, 3 pommes volées dans le garde-manger, une paire de chaussettes raccommodées. Jules ne se plaignait jamais. Il lui montrait ses cahiers d'école, fier des dessins qu'il faisait en marge des problèmes de mathématiques. Il parlait de son maître, Monsieur Bertrand, qui lui avait appris à mesurer les angles avec une équerre. Un jour je construirai des meubles, Aimé. De beaux meubles en bois. Et toi tu n'auras plus besoin de travailler chez des gens méchants. Ces mots brisaient le cœur d'Aimé. Jules ne comprenait pas. Il pensait qu'elle choisissait cette vie. Il ne savait pas que chaque minute de son existence était une négociation silencieuse avec la peur. La peur de tout perdre. La peur de le perdre lui. Mais il y avait aussi des moments de grâce. Le soir où Thérèse, après un service particulièrement épuisant, avait chantonné une vieille chanson paillarde de sa jeunesse en Bourgogne. Les autres domestiques s'étaient joints à elle, et pendant 5 minutes, la cuisine avait résonné de rires étouffés et de voix fatiguées, qui trouvaient encore la force de faire de l'humour avec la misère. Ces instants étaient précieux comme l'or. Il rappelait à Aimé qu'elle était encore humaine malgré tout ce qui essayait de lui voler son humanité. Un dimanche de novembre 1933, Aimé avait emmené Jules au marché de la Croix-Rousse. Ils avaient regardé les étals sans acheter grand-chose, juste pour sentir l'odeur du pain frais et voir les couleurs des légumes empilés. Un marchand leur avait donné 2 clémentines un peu abîmées qu'ils ne pouvaient plus vendre. Jules avait partagé la sienne avec sa sœur, segment par segment, comme un trésor qu'on distribue avec soin. Le jus sucré avait éclaté dans la bouche d'Aimé, et elle avait pleuré sans savoir pourquoi. De joie peut-être, ou de tristesse que quelque chose d'aussi simple puisse sembler si extraordinaire. L'année 1934 apporta de petits changements. Aimé fut autorisé à accompagner Thérèse au marché certains matins. C'était une promotion silencieuse, une reconnaissance qu'elle avait prouvé sa valeur. Elle apprenait à choisir les meilleurs légumes, à négocier avec les commerçants, à porter des paniers lourds sans se plaindre. Ces sorties lui donnaient aussi quelques minutes de liberté, quelques pas dans les rues de Lyon, où elle pouvait presque oublier qu'elle portait un tablier de domestique. Mais le fantôme de la photographie la hantait toujours. Chaque fois qu'elle tenait un plateau, ses mains se rappelaient le poids de ce jour-là. Chaque fois qu'elle voyait Monsieur Delmas, elle entendait sa voix murmurer la menace. Si tu renverses, si tu échoues, si tu déçois. Jules paiera, Jules souffrira, Jules sera renvoyé dans le Cantal où la faim l'attend. Ce que personne ne savait, c'est que cette peur était en train de la transformer, pas en quelqu'un de plus faible, en quelqu'un de plus dur, de plus déterminé, de plus conscient que le monde était divisé entre ceux qui menaçaient et ceux qui survivaient malgré les menaces. Aimé commençait à comprendre que la soumission n'était pas une vertu. C'était juste une stratégie de survie. Et un jour, peut-être, elle trouverait une meilleure stratégie. Le printemps 1936 changea tout. Les rues de Lyon résonnaient de manifestations ouvrières. Le Front populaire venait de remporter les élections et les syndicats parlaient de choses impensables. 40 heures de travail par semaine, des congés payés, des contrats écrits même pour les domestiques. Aimé, maintenant âgé de 20 ans, écoutait ces discussions avec un mélange d'espoir et d'incrédulité. Est-ce que des choses pouvaient vraiment changer pour des filles comme elle? Thérèse, elle, y croyait.
La vieille cuisinière avait vu suffisamment de jeunes filles saigner des doigts, s'effondrer d'épuisement, disparaître dans la nuit après avoir été renvoyées sans préavis. Un soir de juin, après le service, elle convoqua Aimée et 2 autres domestiques du voisinage dans sa petite chambre du 2e étage. « Les filles, on ne va pas attendre que les patrons nous donnent gentiment nos droits. On va s'organiser. » C'est ainsi qu'Aimée découvrit l'existence d'un réseau informel de domestiques lyonnaises. Elles se réunissaient, le dimanche soir dans l'arrière-salle d'un café de la rue de la République, sous prétexte d'une association paroissiale. Une trentaine de femmes qui échangèrent des informations sur les maisons où il ne fallait surtout pas travailler, les patrons qui frappaient, ceux qui ne payaient jamais à temps, ceux qui retenaient des salaires sous des prétextes inventés. Mais elles faisaient plus que parler. Elles organisaient des échanges de services. Si l'une avait besoin de voir sa famille pendant 15 jours, une autre la remplaçait et elles partageaient les 2 salaires. Elles fixaient des prix pour les heures supplémentaires et refusaient collectivement de travailler en dessous. Ce n'était pas encore un syndicat officiel. Le syndicat ne serait fondé qu'en 1937, mais c'était déjà une force. Aimée y amena Madeleine. Les 2 jeunes femmes découvrirent qu'elles n'étaient pas seules. Geneviève, 24 ans, racontait comment son patron avait essayé d'entrer dans sa chambre la nuit et comment elle l'avait menacé de tout raconter à l'église. Solange, 30 ans, expliquait comment elle économisait chaque sou pour acheter une petite épicerie et quitter le service domestique pour toujours. Ces histoires donnaient de la force. Elles prouvaient qu'on pouvait résister. Jules, lui, grandissait. À 14 ans, il était sorti de la pension misérable de la Guillotière. Monsieur Bertrand, son instituteur, l'avait recommandé comme apprenti chez un menuisier du quartier Croix-Rousse. Le vieux monsieur Garnier, 68 ans, cherchait quelqu'un pour apprendre le métier. Le salaire était minuscule, mais Jules serait logé dans l'atelier et nourri. Pour la première fois depuis des années, Aimée respira un peu plus librement. Elle commença à garder un peu d'argent pour elle. Pas beaucoup. Juste assez pour acheter du tissu et apprendre à coudre mieux. Juste assez pour payer les cours du soir d'alphabétisation que la paroisse proposait aux ouvrières. À 19 ans, elle avait appris à lire les recettes de cuisine et à écrire son nom. Maintenant, à 20 ans, elle voulait lire de vrais livres, comprendre les journaux, savoir ce qui se passait dans le monde au-delà des murs de la maison Delmas. La bibliothèque municipale de Lyon devint son refuge. Les dimanches après-midi, elle s'asseyait dans la salle de lecture et dévorait tout ce qu'elle pouvait. Des romans populaires d'abord, puis des livres plus sérieux. Un jour, elle tomba sur un exemplaire des Misérables de Victor Hugo. L'histoire de Fantine, la mère qui sacrifie tout pour sa fille Cosette, la brisa et la reconstruisit en même temps. Elle n'était pas seule dans son combat. D'autres avant elle avaient lutté, souffert, survécu. Mais la menace de Delmas pesait toujours. Il n'avait jamais répété sa phrase de 1932, mais il n'en avait pas besoin. Le regard qu'il posait sur Aimée suffisait. Un regard qui disait « Je sais où est ton talon d'Achille. Je peux détruire ce que tu aimes le plus. » Aimée vivait dans une cage dont les barreaux étaient faits de peur et d'amour mêlés. Puis vint l'incident du printemps 1937. Aimée avait maintenant 21 ans. Un soir, épuisée après 18 heures de travail pour une grande réception, elle s'était trompée dans une commande de vin. Elle avait sorti un Bordeaux 1929, au lieu du 1928, que M. Delmas avait spécifiquement demandé. Une erreur minuscule pour quelqu'un de reposé. Une catastrophe pour quelqu'un dont les mains tremblèrent de fatigue. Delmas avait explosé devant les invités. Incompétente, incapable, bonne à rien. Les mots avaient claqué comme des gifles dans le silence horrifié du salon. Puis il s'était penché vers elle et avait sifflé assez bas pour que seule elle entende. « Peut-être que ton frère ferait un meilleur domestique que toi. Je pourrais le faire venir ici, voir s'il est moins stupide. » Quelque chose s'était cassé en Aimée à cet instant. Pas sa volonté, sa peur. Elle avait relevé la tête et avait regardé Delmas dans les yeux pour la première fois de sa vie. Une seconde de rébellion silencieuse qui avait suffi à faire comprendre aux négociants qu'il était allé trop loin. Devant témoins, devant ses associés qui trouvaient déjà qu'il traitait durement son personnel. Le lendemain,
Thérèse convoqua Aimée dans la cuisine. « Petite, tu as fait quelque chose de dangereux hier soir, mais aussi quelque chose de nécessaire. Maintenant écoute-moi bien. Il faut que tu deviennes indispensable. Pas remplaçable. Indispensable. C'est la seule façon d'avoir du pouvoir ici. » Elles établirent un plan. Aimée apprendrait tout ce que Thérèse savait. Les recettes complexes que seule la vieille cuisinière maîtrisait. Les fournisseurs qui donnaient les meilleurs produits. Les secrets pour organiser une réception de 50 personnes sans chaos. En un an, Aimée devint la seconde de Thérèse. Quand la cuisinière tombait malade, c'était Aimée qui assurait le service. Quand il fallait improviser parce qu'un plat avait brûlé, c'était Aimée qui trouvait la solution. Delmas ne pouvait plus la renvoyer facilement. Trouver une domestique compétente en 1938 était devenu difficile. Les jeunes filles avaient désormais d'autres options. Les usines embauchaient. Les magasins cherchaient des vendeuses. Le service domestique commençait à avoir mauvaise réputation. Seuls les plus désespérés acceptaient encore ces conditions. Jules terminait son apprentissage. À 16 ans, ses mains avaient appris à sculpter le bois, à assembler les mortaises et les tenons, à vernir jusqu'à ce que la surface brille comme du verre. Sa première création vendue fut une petite table de chevet en noyer. Le client avait payé 80 francs. Jules en avait gardé 20 et avait donné le reste à Monsieur Garnier qui lui enseignait le métier. Avec ces 20 francs, il acheta un cadeau pour Aimée, un carnet relié en cuir avec des pages blanches. « Pour que tu écrives tes pensées », lui dit-il, « comme dans les livres que tu lis. » Aimée avait serré le carnet contre son cœur et avait pleuré. C'était le premier objet neuf qu'elle possédait depuis son arrivée à Lyon 9 ans plus tôt. Elle commença à écrire la nuit, à la lueur d'une bougie qu'elle cachait sous sa couverture. Des fragments de journée, des colères qu'elle ne pouvait pas exprimer, des espoirs qu'elle n'osait pas dire à voix haute. Le jour où je ne dépendrai plus de Delmas. Le jour où Jules aura son propre atelier. Le jour où je pourrai dire non sans avoir peur. Les dimanches. Aimée et Jules se retrouvaient maintenant au parc de la Tête d'Or, non plus comme une sœur qui nourrit un enfant affamé, mais comme deux jeunes adultes qui construisaient lentement leur avenir. Ils faisaient voguer des bateaux en papier sur le lac, tradition qu'ils avaient regardée depuis l'enfance de Jules. Chaque bateau portait un vœu griffonné sur la coque. Un atelier pour Jules. Une vraie chambre pour Aimée. Une vie sans menace. Madeleine se maria en 1938 avec un ouvrier des soieries lyonnaises. Elle quitta le service domestique pour tenir une petite mercerie près de la gare de Perrache. Le jour de son départ, elle serra Aimée dans ses bras et lui murmura « Toi aussi tu sortiras de là, je le sais. Tu es plus forte que tu ne crois. » Aimée voulait y croire, mais la peur était devenue une seconde peau qu'elle ne savait pas enlever. Puis vint la guerre. Septembre 1939. Le monde bascula. Les hommes partaient au front. Les femmes prenaient leur place dans les usines. Lyon se vidait et se remplissait en même temps. Réfugiés du Nord, soldats en permission, rations alimentaires, couvre-feu. La vie devint encore plus dure, mais aussi étrangement plus égalitaire. Quand tout le monde a faim, les différences de classe semblent moins absolues. Monsieur Delmas fut mobilisé malgré son âge. Officier de réserve dans l'intendance, il partit en octobre, laissant Madame Delmas seule avec les deux filles et le personnel. Sans l'autorité du maître de maison, l'atmosphère changea subtilement. Madame Delmas n'était pas cruelle, juste distante. Elle continua à traiter Aimée comme du mobilier invisible, mais elle ne menaçait pas. Elle ne punissait pas pour le plaisir de punir. Thérèse profita de cette période pour restructurer le fonctionnement de la maison. Nous travaillons en équipe maintenant, pas en esclaves. Horaire clair, pause respectée. Un dimanche complet de repos toutes les 2 semaines au lieu d'un après-midi. C'était loin d'être parfait, mais c'était mieux. Aimée découvrit ce que signifiait dormir une nuit complète sans être réveillée par l'angoisse. La guerre apporta aussi des occasions inattendues. La pénurie alimentaire força les maisons bourgeoises à acheter au marché noir. Aimée, avec son réseau de domestiques et de commerçants, devint la personne qui trouvait le beurre, les œufs, la viande quand personne d'autre ne pouvait. Cette compétence lui donna un nouveau type de pouvoir. Madame Delmas dépendait d'elle désormais. Pas seulement pour le service, mais pour la survie quotidienne de la famille.
Jules, trop jeune pour être mobilisé en 1939, continua son apprentissage. Mais en 1943, à 17 ans, il reçut son ordre de conscription pour le service du travail obligatoire en Allemagne. Le jour où il vint annoncer la nouvelle à Aimée, elle sentit le vieux fantôme de la peur revenir. Non, pas lui. Pas après tout ce qu'ils avaient traversé. Monsieur Garnier trouva une solution. Il déclara Jules indispensable pour la fabrication de meubles destinés aux hôpitaux militaires. Un mensonge bureaucratique qui sauva le jeune homme de la déportation. La guerre se termina en 1945. Monsieur Delmas revint changé, plus vieux, moins autoritaire. Il avait vu des choses qu'il avait brisées silencieusement. Il ne criait plus. Il ne menaçait plus. Il traversait sa propre maison comme un fantôme qui cherche quelque chose qu'il a perdu et ne retrouvera jamais. Aimée, maintenant âgée de 29 ans, le regardait avec un mélange de pitié et de soulagement. L'homme qui avait été son bourreau pendant tant d'années n'était plus qu'une ombre de lui-même. Thérèse mourut en 1947, à 65 ans, d'une pneumonie qui l'emporta en 3 jours. Aimée pleura la vieille cuisinière comme on pleure une mère dure mais juste. C'est Thérèse qui lui avait appris à survivre. C'est Thérèse qui lui avait montré que la dureté n'était pas toujours de la cruauté, juste une armure nécessaire dans un monde qui broyait les femmes faibles. À l'enterrement, une vingtaine d'anciennes domestiques vinrent rendre hommage. Elle ne disait pas « je l'aimais ». Elle disait « elle m'a sauvé ». C'était plus fort que l'amour. Aimée devint cuisinière en chef de la maison Delmas. À 31 ans, elle avait enfin un titre, un vrai salaire, une chambre au 2e étage au lieu du grenier glacial. Mais surtout, elle avait de l'autorité. Les nouvelles domestiques qui arrivaient ne subissaient pas ce qu'elle avait subi. Pas de menaces, pas de chantage, pas de mains qui saignent en secret. Elle était devenue ce que Thérèse avait été pour elle, une protection imparfaite mais réelle. Jules ouvrit son propre atelier en 1948. Il avait 22 ans et des mains d'or. Monsieur Garnier, trop vieux pour continuer, lui légua ses outils et sa clientèle. L'atelier était minuscule, rue Terme, dans le quartier de la Croix-Rousse, mais il était à lui. La première commande fut un buffet pour une famille d'instituteurs. Jules y travailla pendant 3 semaines, ponçant, sculptant, vernissant jusqu'à ce que chaque surface reflète la lumière comme un miroir. Quand il livra le meuble, les clients restèrent silencieux pendant 1 minute entière. Puis la femme murmura « C'est la plus belle chose qu'on ait jamais possédée ». Jules rentra à l'atelier avec assez d'argent pour payer 3 mois de loyer d'avance. Ce soir-là, il frappa à la porte de service de la maison Delmas. Aimée sortit, et ils marchèrent jusqu'au parc de la Tête d'Or. Jules sortit 2 petits bateaux en papier de sa poche. « Comme avant », dit-il. Mais cette fois, on écrit des victoires au lieu de vœux. Sur le premier bateau, Aimée écrivit « Jules à son atelier ». Sur le second, Jules écrivit « Aimée n'a plus peur ». Ils les regardèrent voguer sur le lac jusqu'à ce qu'ils disparaissent dans l'obscurité. Le mensonge du second bateau ne les dérangeait pas. Parfois, mentir aux ombres du passé fait partie de la guérison. Les années 50 apportèrent des changements lents mais constants. Madame Delmas mourut en 1952. Monsieur Delmas vendit la grande maison d'Ainay et s'installa dans un appartement plus petit, avec une seule domestique à mi-temps. Aimée, à 36 ans, se retrouva sans emploi pour la première fois depuis l'âge de 13 ans. Elle aurait dû paniquer. Au lieu de ça, elle se sentit étrangement libre. Elle utilisa ses économies et les contacts du réseau de domestiques pour trouver un nouveau poste. Pas dans une maison privée, dans le réfectoire d'une école technique de la Croix-Rousse. Le directeur cherchait une responsable des cuisines pour nourrir 150 élèves et 20 professeurs chaque jour. Le salaire était correct, les horaires raisonnables. Et surtout, elle ne serait plus domestique. Elle serait employée municipale avec un contrat écrit et des congés payés garantis. Le premier jour où elle signa son contrat de travail, Aimée pleura. À 36 ans, elle avait enfin un papier qui prouvait qu'elle existait comme travailleuse à part entière, pas comme une servante qu'on pouvait renvoyer sur un caprice, comme quelqu'un qui avait des droits qu'on ne pouvait pas lui enlever avec une menace murmurée. Dans le réfectoire,
Elle appliqua tout ce que Thérèse lui avait enseigné, mais aussi tout ce qu'elle avait juré de ne jamais faire subir à d'autres. Les jeunes femmes qui travaillaient sous ses ordres avaient des pauses régulières, des repas assis, pas debout. Le droit de dire non merci quand un professeur faisait une remarque déplacée. Une fois, un surveillant gifla une jeune cuisinière qui avait renversé du café. Aimée le dénonça au directeur. L'homme fut muté. « Personne ne frappe mes filles, dit-elle. Jamais. » Les années passèrent. Aimée vieillissait dans la routine rassurante de son travail. Jules se maria en 1955 avec Élise, une couturière douce qui lui donna 2 enfants. L'atelier prospérait modestement. Rien de spectaculaire. Juste une vie honnête gagnée à la sueur du front et à la patience du bois qui accepte lentement la forme qu'on lui donne. Puis vint ce jour de mars 1965. Aimée avait 49 ans. Elle marchait rue Mercière, quartier des antiquaires et des boutiques de photographie, quand elle vit la vitrine. Une exposition nostalgique, Lyon entre 2 guerres. Des portraits de famille, des paysages du Saône, des scènes de rue capturées par les photographes ambulants des années 30. Et là, agrandie, encadrée, exposée comme une œuvre d'art, la photographie, le patio, la bandéja, la jeune fille de 16 ans qui souriait avec des yeux terrifiés. Aimée s'arrêta net. Le monde continua de tourner autour d'elle, mais elle était figée dans le temps, projetée 33 ans en arrière, sentant à nouveau le poids du plateau, la douleur de sa paume coupée, la voix de Delmas qui murmurait si tu renverses. Jules était avec elle. Il reconnut sa sœur immédiatement malgré les décennies. « C'est toi. Mon Dieu aimé, c'est toi. » Ils entrèrent dans la boutique. Le propriétaire, un vieil homme courtois, expliqua. « Nous l'avons trouvé dans un lot d'albums de famille Delmas, une scène typique de l'époque. Vous savez, on raconte que la servante avait failli tout renverser ce jour-là, mais que la cuisinière avait discrètement stabilisé le plateau derrière la caméra. Un geste invisible qui a sauvé la mise. » Aimée écouta l'histoire déformée par le temps. « Non, pensa-t-elle. Ce n'est pas ça. Ce n'était pas juste un plateau qui vacillait. C'était une vie entière suspendue dans le vide. C'était un homme qui utilisait un enfant comme otage. C'était une jeune fille qui apprenait que sourire pouvait être une arme de survie aussi tranchante qu'un couteau. Mais elle ne dit rien. À quoi bon expliquer à cet homme qui voyait de la nostalgie, là où il y avait eu de la terreur? Elle acheta une petite copie de la photo. 5 francs. Le prix d'un café et d'un croissant. Le prix de ces années de souffrance résumées en papier glacé. En rentrant chez elle, Aimée montra la photo à ses collègues du réfectoire. Regardez comme j'étais jeune. Regardez comme j'avais peur. Elles virent le sourire. Elle seule voyait les yeux qui hurlaient silencieusement une histoire que personne n'avait entendue pendant 33 ans. Ce soir-là, elle retrouva Geneviève et Solange, 2 anciennes domestiques du réseau de Thérèse. Elles aussi avaient vu l'exposition. Elles aussi avaient reconnu le patio, le type de plateau, le tablier usé, la posture de quelqu'un qui porte plus lourd que le poids visible. Elles parlèrent jusqu'à minuit, comparant leurs souvenirs, leurs cicatrices invisibles, leurs victoires silencieuses. Solange avait finalement ouvert son épicerie. Geneviève était devenue infirmière après la guerre. Madeleine, contactée par lettre, répondit qu'elle avait 3 enfants et une mercerie qui marchait bien. Toutes avaient survécu. Toutes portaient des traces. Aucune n'avait oublié ce que signifiait être invisible, tout en étant constamment observée. 2 ans passèrent. En mars 1967, Aimée reçut un appel du propriétaire de la boutique de photographie. Monsieur Delmas était mort. Ses héritiers vidaient l'ancien hôtel particulier d'Ainay, avant de le vendre à une société qui le transformerait en bureau. Il y aurait un dernier accès au patio avant la démolition, pensait-elle venir, pour les souvenirs. Aimée raccrocha le téléphone. Ses mains tremblaient. Pas de peur cette fois. D'anticipation. Quelque chose se terminait. Quelque chose d'autre devait commencer. Elle appela Jules, appela Geneviève, appela Solange, leur dit simplement « C'est le moment ». Elles comprirent sans qu'elle ait besoin d'expliquer. Mars 1967. Le matin était froid et clair. Aimée prit le bus numéro 31,
Jules à ses côtés. Elle avait 51 ans maintenant. Lui 45. Ils ne parlèrent pas pendant le trajet. Certaines choses n'ont pas besoin de mots. Le bus les déposa rue Bellecour. Ils marchèrent jusqu'à Ainay, retrouvant des rues que leurs pieds n'avaient pas foulées depuis 20 ans. L'hôtel particulier se dressait toujours là, mais vide. Les volets fermés. Les murs qui perdèrent leur crépi. Une pancarte vendue collée sur la grande porte. Le gardien, un vieil homme qui avait connu les Delmas, les laissa entrer. 5 minutes, pas plus. Les nouveaux propriétaires arrivent à 10 heures. Aimé hocha la tête et poussa la porte de service qui menait au patio. Rien n'avait changé et tout avait changé. Les pavés étaient toujours là, usés par le temps. Les treilles étaient mortes, branches sèches accrochées au mur comme des veines noires. La porte de service entr'ouverte grinçait dans le vent exactement comme en 1932. Mais l'atmosphère était différente. Pas de menace, pas de voix qui ordonne. Juste le silence d'un lieu qui attend de devenir autre chose. Geneviève, Solange et Madeleine arrivèrent 5 minutes plus tard. Elles s'embrassèrent sans un mot. 4 femmes qui avaient été des jeunes filles terrifiées dans des maisons similaires, des patios similaires, des vies similaires. Elles formèrent un cercle au centre du patio, là où Aimé s'était tenu 35 ans plus tôt. Le gardien revint avec une vieille bande déjà en métal qu'il avait trouvée dans une remise. Cabossée, ternie, mais assez similaire. Vous en avez besoin pour votre cérémonie. Aimé la prit. Ses mains se rappelèrent immédiatement le poids, l'équilibre précaire, la sensation du métal froid contre ses paumes. Mais cette fois, il n'y avait pas de peur, juste de la mémoire. Et la mémoire, quand on la regarde en face, perd son pouvoir de blesser. Où se tenait Madame Thérèse ? Demanda Solange. Aimé désigna un point légèrement en retrait. Là. Toujours là. Invisible mais présente. Geneviève se plaça à cet endroit. Ses mains s'élevèrent en geste fantôme sous le plateau, reproduisant ce que la vieille cuisinière avait fait pour sauver une jeune fille d'une catastrophe qui aurait détruit sa vie. Comme ça, murmura Geneviève. Comme ça qu'on se protégeait entre nous. Jules recula de quelques pas. Il sortit son petit carnet de croquis de sa poche. Maintenant, dit-il doucement, le même mot que le photographe avait prononcé en 1932. Mais cette fois, c'était une libération, pas une prison. Aimé leva le visage. Ses yeux cherchèrent l'endroit où M. Delmas s'était tenu, observant, contrôlant, menaçant. Il n'y avait plus personne. Juste du vide. Et dans ce vide, enfin, de la liberté. Le groupe applaudit doucement. Pas de célébration bruyante, juste un reconnaissance, un acte de fermeture. Une page tournée après des décennies coincées au même chapitre. Madeleine essuya des larmes silencieuses. Pendant des années, j'ai rêvé de ce patio. Maintenant, je peux arrêter. Solange serra l'épaule d'Aimé. Nous avons survécu. C'est déjà une victoire. Mais Aimé regardait autour d'elle et voyait autre chose. Pas seulement le passé. Aussi le futur. Ce patio avait été un lieu de peur. Il pourrait devenir un lieu d'espoir. Ces murs avaient enfermé des rêves. Ils pourraient protéger de nouvelles possibilités. On pourrait faire quelque chose ici, dit-elle lentement, avant qu'ils ne transforment tout en bureau. Quelque chose pour les jeunes filles, qui sont ce que nous étions. Quoi ? Demanda Jules. Aimé se tourna vers le groupe. Une cuisine, une coopérative. Un endroit où les jeunes travailleuses pourraient manger à prix coûtant. Où elles apprendraient à cuisiner pour elles-mêmes. Où il y aurait des horaires justes, des pauses réelles, des contrats écrits. Tout ce qu'on n'a jamais eu. Geneviève hocha la tête lentement. Une coopérative. Oui, je connais une institutrice qui donne des cours de nutrition gratuits aux ouvrières. Madeleine ajouta. Mon mari est comptable. Il peut aider avec les papiers, les statuts, les autorisations. Solange sourit. Mon épicerie peut fournir les ingrédients à prix coûtant. On forme un réseau. Jules ouvrit son carnet et commença à dessiner. Des bancs, des tables, des étagères. Je peux tout fabriquer. Mes apprentis m'aideront. On le fait ensemble ou on ne le fait pas du tout. En 20 minutes, assises sur les pavés froids du patio vide, 5 femmes et un menuisier fondèrent la treille.
Le nom vint de Solange qui désigna les vignes mortes sur le mur. Elles repousseront. Toujours. C'est leur nature. Nous aussi. Aimée sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Cette douleur qu'elle portait depuis l'âge de 16 ans. Cette peur qui avait colonisé chaque cellule de son corps. Elle ne disparaissait pas complètement. Mais elle se transformait en quelque chose d'utile. Avant de partir, Aimée retourna à la boutique de photographie. Elle demanda à acheter la photo originale. Le propriétaire hésita. C'est une pièce d'exposition, 60 francs. Aimée sortit l'argent sans discuter. Elle promit de la retourner encadrée avec une plaque explicative. Pour votre collection. Le vieil homme accepta, intrigué. Une semaine plus tard, la première réunion de la treille eut lieu dans un sous-sol prêté par la paroisse de la Croix-Rousse. 15 femmes présentes, des domestiques actuels, des anciennes qui avaient trouvé d'autres chemins, des ouvrières d'usine, des vendeuses, toutes unies par l'expérience d'avoir été traitées comme moins que humaines et par la détermination de construire autre chose. La photo de 1932 était accrochée au mur, encadrée simplement. En dessous, une plaque en bois gravée par Jules. Ici commença la peur, ici commence le changement. Aimée expliqua l'histoire. Pas toute. Juste l'essentiel. Une jeune fille qui avait eu peur. Une menace qui avait paralysé sa vie. Un sourire forcé qui cachait une terreur absolue. Et maintenant, 35 ans plus tard, la transformation de cette peur en action concrète. Les 2 années suivantes furent difficiles. Trouver un local. Négocier avec la mairie. Convaincre les commerçants de faire crédit. Former les jeunes cuisinières. Établir des prix justes qui permettent de survivre sans exploiter. La treille faillit fermer 3 fois. Chaque fois, le réseau tint bon. Un prêt sans intérêt d'une ancienne domestique devenue commerçante. Une donation anonyme d'une famille bourgeoise dont la mère avait été sauvée par Thérèse des décennies plus tôt. Des heures de travail bénévole, de femmes qui comprenaient l'importance du projet. En 1970, la treille servait 80 repas par jour. 12 femmes employées avec des contrats écrits. Salaire décent. Horaire de 8 heures. Un dimanche complet de repos par semaine. Une petite bibliothèque dans l'arrière-salle où les employés pouvaient lire pendant leur pause. Des cours gratuits de couture, de comptabilité, d'alphabétisation pour celles qui en avaient besoin. Ce n'était pas le paradis. C'était juste un endroit où la dignité n'était pas négociable. Un jour de printemps 1971, une voiture s'arrêta devant la treille. Un vieil homme en fauteuil roulant regardait par la vitre. Roland Delmas, 87 ans, malade et diminué. Son chauffeur lui expliquait que c'était l'ancien patio de sa maison d'aînés, transformé en cuisine coopérative. Delmas observa les femmes qui entraient et sortaient, riant, travaillant, vivant. Il ne reconnut personne. Il ne sut jamais qu'Aimée était là, à 10 mètres de lui, préparant une grande marmite de soupe aux légumes. Le chauffeur demanda s'il voulait entrer. Delmas secoua la tête. Non. Continuons. Il mourut 6 mois plus tard sans avoir jamais su que le patio, où il avait régné comme un petit tyran, était devenu le symbole de ce qu'il avait essayé de détruire. La résistance silencieuse des femmes qui refusent de rester invisibles. Aimée ne chercha jamais à le confronter. À quoi bon? Il avait été un homme médiocre qui avait utilisé son pouvoir pour écraser les faibles. Lui accorder plus d'attention aurait été lui donner plus d'importance qu'il ne méritait. Elle choisit plutôt de construire, de nourrir, d'enseigner, de protéger les jeunes filles qui arrivaient à la treille avec le même regard terrifié qu'elle avait eu à 16 ans. Les années passèrent. Jules continua à fabriquer les meubles de la treille. Chaque table, chaque chaise, chaque étagère portait une petite marque gravée dans le bois. Une vigne stylisée. Le symbole de ce qui repousse toujours malgré la sécheresse et le froid. Ses enfants grandirent en aidant leur père à l'atelier. Sa fille Margot apprit le métier et reprit l'affaire en 1985, quand Jules prit sa retraite. Aimée dirigea la treille jusqu'en 1982. À 66 ans, elle passa le relais à une nouvelle génération. Mais elle continuait à venir 3 fois par semaine, s'asseyant dans un coin de la cuisine, regardant les jeunes femmes travailler, cuisiner, rire. Parfois, l'une d'elles venait s'asseoir à côté d'elle. « Raconte-moi comment c'était avant. »
Aimée racontait. Pas pour apitoyer, pour transmettre. Pour que personne n'oublie que les droits qu'elles avaient maintenant avaient été gagnés par des femmes qui avaient survécu à l'invisible. La photo de 1932 resta accrochée au mur de la treille pendant 30 ans. Chaque nouvel employé écoutait l'histoire. La jeune fille au sourire forcé, la menace murmurée, la peur transformée en résistance, la bandeja qui était devenue un symbole. En 1995, un documentaire sur les coopératives ouvrières lyonnaises filma la photo et l'histoire. Aimée, alors âgée de 79 ans, apparut brièvement à l'écran. Souriante cette fois, un vrai sourire qui montait jusqu'aux yeux. Elle mourut en 1998, à 82 ans, entourée de Jules et de ses petits-enfants. Ses derniers mots furent pour son frère. « On a gagné, tu sais, il n'a pas réussi à nous briser. » Jules serra sa main et pleura silencieusement. L'enterrement eut lieu à l'église Saint-Nizier. Plus de 200 personnes présentes. Anciennes employées de la treille. Femmes qui avaient bénéficié de la coopérative. Menuisiers qui avaient travaillé avec Jules. Familles dont les mères ou les grands-mères avaient été sauvées par le réseau de Thérèse. Jules glissa dans le cercueil, caché sous le tablier qu'Aimée avait demandé à porter, une petite copie de la photo de 1932. Pour qu'elle parte avec la preuve de ce qu'elle avait survécu. Pour qu'elle emporte le témoignage de sa transformation. La jeune fille terrifiée était devenue la femme qui avait changé des centaines de vies. Aujourd'hui, la treille existe toujours. Rue Terme, dans le quartier de la Croix-Rousse. 100 ans après la naissance d'Aimée. 3e génération de direction. La photo originale de 1932 n'est plus au mur de la cuisine. Elle est dans le bureau privé de la directrice actuelle, petite fille d'une des premières employées. Sur le mur de la salle principale, une autre photo a pris sa place, prise en 1967 dans le patio vide d'Aînée. On y voit Aimée, 51 ans, tenant une bandeja. Mais ses yeux ne montrent plus de peur, juste de la détermination. Autour d'elle, 4 femmes et un homme. Le noyau qui a tout commencé. En dessous, la plaque gravée par Jules. Ici commença la peur. Ici commence le changement. Et une nouvelle phrase ajoutée en 1998. Ici continue la dignité. Chaque année, le 15 mars, jour anniversaire de la redécouverte de la photo en 1965, la treille organise un repas gratuit pour les travailleuses précaires de Lyon. On y sert la soupe aux légumes qu'Aimée préparait, le pain qu'elle apprenait à faire durer, les financiers aux amandes que Thérèse lui avait enseignés. C'est une mémoire vivante, pas figée dans un musée, pas abstraite dans un livre d'histoire, vivante dans les mains qui coupent les légumes et dans les bouches qui mangent la soupe. Jules mourut en 2005 à 79 ans. Son atelier fut transformé en école de menuiserie pour jeunes en difficulté. Au-dessus de l'établi principal, une photo encadrée. Jules et Aimée au parc de la Tête d'Or en 1948, faisant voguer des bateaux en papier. Ils sourient tous les deux. Des vrais sourires. Des sourires de gens qui ont traversé l'enfer et ont trouvé le chemin du retour. La leçon de leur histoire n'est pas compliquée. Elle ne parle pas de héros ou de miracles. Elle parle de femmes qui ont choisi de transformer leur souffrance en solidarité. De frères qui ont travaillé le bois pour construire des tables où les affamés pourraient manger. De réseaux invisibles qui ont soutenu ceux que la société voulait broyer. De photographies qui cachent des histoires plus profondes que ce que l'œil peut voir. Quand vous souriez parce qu'on vous l'ordonne, ce sourire peut devenir votre prison. Ou il peut devenir votre mémoire. Votre raison de vous battre pour que personne d'autre n'ait à sourire en ayant peur. Aimée Morin a choisi la seconde option. Et dans ce choix, elle a libéré bien plus qu'elle-même. La photo de 1932 existe toujours, pas dans un musée public, dans le bureau privé de la treille, visible seulement pour celles qui travaillent là, celles qui ont besoin de voir qu'on peut commencer terrifié et terminer debout, que la peur peut devenir force, que les bandejas qu'on porte dans la terreur peuvent un jour servir à nourrir ceux qui ont faim de justice, autant que de pain. Et parfois, quand la lumière de l'après-midi entre par la fenêtre exactement comme en 1932,
On jurerait que les yeux de la jeune fille dans la photo changent, que la terreur se transforme en quelque chose d'autre. Pas en joie, ce serait trop simple. En reconnaissance, en paix, en fierté d'avoir survécu et transformé sa survie en héritage. Voilà l'histoire derrière la photographie. L'histoire que personne ne voyait quand ils admiraient le joli patio, la servante souriante, l'élégance bourgeoise de 1932. Derrière chaque sourire forcé se cache une bataille. Derrière chaque silence, une résistance. Et parfois, quand on regarde assez longtemps, on finit par voir la vérité que les yeux ne peuvent pas mentir. La vie d'aimer nous rappelle que même les souffrances les plus silencieuses peuvent devenir une force qui transforme le monde autour de nous. Cette histoire fictionnelle dramatise une réalité que tant de femmes ont connue. Celle d'être invisibles, tout en portant sur leurs épaules un courage que personne ne voit. Elle nous montre que la dignité n'est jamais donnée, mais construite, préservée, transmise, geste après geste, génération après génération. Et vous, qu'est-ce que cette histoire vous fait ressentir sur la peur que l'on cache derrière un sourire? Avez-vous déjà rencontré dans votre famille des récits de femmes ou d'hommes qui ont porté seuls un poids trop lourd? Comment pensez-vous que la solidarité, même discrète, change nos destins collectifs? Si vous êtes resté jusqu'à la fin, écrivez le mot résilience dans les commentaires. Dites-nous aussi de quelle ville vous nous regardez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de votre famille, un souvenir transmis par vos parents ou grands-parents. Parfois, ces récits intimes deviennent des graines pour de nouvelles histoires qui éclairent notre mémoire commune. Merci d'avance pour votre confiance et votre générosité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche, de partager ou de commenter. Et cliquez sur le carte finale pour découvrir nos prochaines histoires documentaires.